Le retrait des Russes de Kharkiv n'était visiblement qu'une illusion. Ils ont mené des frappes meurtrières sur la deuxième ville du pays. Des missiles ont touché un secteur résidentiel. L'attaque a fait au moins 9 morts et 19 blessés. Reportage de nos envoyés spéciaux David Verhaeghe et Quentin Danjou. Récit de Clément Gauvin. Des véhicules criblés d'impacts ou encore fumants, détruits par les bombardements. Une pluie de missiles vient de s'abattre sur cette zone résidentielle de Kharkiv. Des blessés sont évacués par les secours, tandis que des cadavres jonchent encore le sol. Des civils tués alors que la ville n'avait pas été bombardée depuis plusieurs semaines. L'ennemi a traîtreusement bombardé la ville de Kharkiv. Les frappes ont été faites par de multiples lance-roquettes et de l'artillerie. Cela indique que l'ennemi s'est de nouveau engagé à frapper la population civile et à la terroriser. À l'intérieur du métro, de nombreuses taches de sang sont visibles. Les habitants se sont précipités dans cette station pour se mettre en sécurité. Je vous invite à rester dans des endroits sûrs, dans les sous-sols, les abris, les stations de métro. Maintenant, la chose la plus importante est de sauver des vies. La deuxième ville d'Ukraine est à nouveau sous tension, alors qu'une offensive russe se prépare sur la ligne de front, à une trentaine de kilomètres d'ici. Et quelle est la situation sur place à l'heure où nous parlons? Retrouvons David Verhaeghe sur place avec Quentin Danjou. Les alertes, les sirènes ont continué une bonne partie de la soirée. Il y en a même eu une ce matin, il y a environ 2 heures. Et puis on a entendu également hier soir des détonations dans la nuit à Kharkiv. Alors pour vous parler de l'atmosphère, nous sommes allés hier avec Quentin Danjou après cette frappe, à peu près une demi-heure après la frappe sur ce lieu. Et ce qui nous a marqué, c'est le silence, l'atmosphère de sidération qui a pris tous les gens présents sur place, les témoins, les passants. Ils n'arrivaient pas à parler quand ils s'étaient réfugiés dans le métro, comme s'ils avaient pu oublier un petit peu que la ville de Kharkiv pouvait être frappée par des missiles. Il faut dire que Kharkiv ici essayait depuis quelques jours de reprendre timidement une vie normale, avec notamment la réouverture du métro cette semaine. Ce métro qui s'est transformé hier, en tout cas à la station où nous étions, s'est transformé en ce qu'il a été pendant plusieurs mois, c'est-à-dire un lieu où se réfugier pour échapper au bombardement. Alors il y a eu plusieurs attaques sur la ville de Kharkiv hier. Le bilan est de 9 morts. Et à l'endroit où nous étions, par exemple, c'était le parking d'un centre commercial, donc on ne peut pas dire que c'était une frappe stratégique, un lieu stratégique. Le message des Russes ici est clair, nous allons continuer à semer la terreur, nous allons continuer à mettre la pression en bombardant Kharkiv. David Verhaeghe avec Quentin Danjou depuis Kharkiv pour comprendre ce qui se joue ce matin en plateau. Vincent Hugeux, bonjour. Bonjour. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Accueillons Amélie Ferret, bonjour. Chercheuse au Centre des études de sécurité à l'IFRI. Et Volodymyr Pozelski, bonjour. Bonjour. Président de l'ONG Ukraine en Europe et enseignant à l'INALCO. Vincent, le retrait des Russes de Kharkiv n'était qu'un leurre ? Alors, il avait un objectif stratégique assumé, c'était un effort de concentration des forces un peu plus au sud sur le Donbass et notamment dans le secteur de Severodonetsk, Lysychansk, comme on le sait. Donc, il y a eu clairement un désengagement qui était non pas voulu, mais subi, parce que la résistance, voire certaines contre-offensives de l'armée ukrainienne avaient été assez performantes. Et d'ailleurs, il y a toute une série de territoires entre la ville de Kharkiv et la frontière russe qui ont été reconquis par les Ukrainiens. Pour autant, l'armée russe a gardé des positions de tir à moyenne et longue distance à l'est de Kharkiv, et c'est vraisemblablement ce qui a été utilisé ici, pour 2 raisons, à mon sens. Il y a une raison tactique et une raison psychologique. La raison tactique, c'est de faire en sorte de fixer des forces ukrainiennes dans et autour de Kharkiv, pour éviter qu'elles viennent renforcer les défenses, là aussi, plus au sud, dont on sait l'enjeu crucial. Par ailleurs, raison psychologique, et c'est d'ailleurs très bien suggéré dans le reportage qu'on vient de voir à l'instant, quand vous êtes dans une ville assiégée, moi j'ai des souvenirs de Grozny, de Sarajevo, etc. Il n'y a rien de pire pour la population civile que cette sorte d'alternance entre la normalité et la terreur. C'est-à-dire que par exemple le métro, symboliquement mis en valeur dans le même reportage, ça redevient un endroit qu'on utilise pour se déplacer. Et ça n'est plus le lieu de refuge, l'abri souterrain, la condition de la survie, le cas échéant. Et là,
on retombe. Et il n'y a rien de plus dur psychologiquement que de se réinstaller dans une amorce de normalité pour replonger. C'est, au fond, la normalité, ce qui nous empêche de sombrer dans la dépression ou dans une forme de folie. Donc je pense qu'il y a ces deux facteurs, alors consciemment ou pas, sciemment ou pas, qui se conjuguent pour expliquer le maintien de cette pression militaire, alors à longue distance, avec des tirs de missiles plutôt que du mortier, par exemple, dans et autour de la deuxième ville de l'Ukraine. Est-ce la preuve que les Russes n'ont pas renoncé à prendre la deuxième ville du pays ? C'est difficile de savoir exactement s'il va y avoir une invasion terrestre. Effectivement, donc là, les Russes ont ressorti des modèles de chars assez anciens, les T-62, donc pour essayer d'augmenter leur masse de chars. Ce que je trouve intéressant ici, c'est justement l'utilisation de l'arme aérienne en fait et des missiles qui permettent d'avoir donc une portée sur cette ville sans envoyer des troupes au sol, ce qui montre aussi un changement dans l'utilisation de l'arme aérienne par Poutine. Et là, on est vraiment, à mon sens, dans une action de terreur. Et d'ailleurs, votre reportage l'a montré, ce sont des cibles civiles. Et donc, envoyer un missile contre une cible civile, c'est un crime de guerre. Et donc, l'idée, c'est pas au plan tactique avancer ou gagner des positions, c'est vraiment terroriser la population et montrer la détermination de la Russie et aussi la suprématie de la Russie. Puisqu'on a quand même beaucoup parlé ces dernières semaines d'une possible victoire ukrainienne. Et là, je pense que ça montre bien que rien n'est joué et qu'on peut avoir potentiellement une inversion de la dynamique assez rapide et assez brutale. Ce qui paraît significatif, c'est que le quartier prioritairement visé, Pavlové-Polé, est très clairement un quartier résidentiel, d'une sorte où il n'y a pas, à ma connaissance, d'enjeux ou de cibles militaires, style munitions, positions de tir, etc. Bon. Ça voulait dire qu'on voulait viser des civils ? Ça veut dire qu'on veut entretenir, encore une fois, ce climat de terreur et, le cas échéant, dans une phase ultérieure, de défiance envers soit l'armée, soit le pouvoir politique. Sur la marine aérienne, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu être surpris ces dernières semaines par ce qui pouvait apparaître comme un sous-emploi de l'arme aérienne par rapport au potentiel russe. Ça s'expliquait essentiellement par la qualité et le degré de performance de tous les dispositifs anti-aériens, dont certains ont été fournis récemment par les puissances occidentales. Alors ça allait du gros dispositif anti-aérien type S-300 à ce qu'on appelle les Manpads, c'est-à-dire c'est en fait missiles sol-air à l'épaule, genre Stinger ou S-7, S-9 côté russe et soviétique. Mais on a l'impression que là, en dépit des pertes très significatives d'aéronefs, avions, hélicoptères depuis le début du conflit, eh bien Moscou prend le risque d'exposer son armée aérienne pour justement faire bouger le rapport de force et avoir cette sorte d'écrasement combiné entre l'aérien et le tir type missile. Vladimir Pozelski. Parce qu'au début, on sait bien que l'armée russe voulait prendre Kharkiv en 4 jours. Oui. Ensuite, on sait qu'ils ont échoué lamentablement. Le commandant de la première armée de chars russe a été limogé à cause de cela. Et l'armée ukrainienne voulait repousser les Russes justement à 30 km de Kharkiv pour qu'ils ne puissent pas bombarder ou utiliser artillerie. Mais le problème pour Kharkiv, il se trouve justement à une vingtaine, trentaine de kilomètres de la frontière. Donc les Russes, moi ce que je sache, c'est qu'ils ont tiré de Belgorod, enfin de la frontière. Donc ils profitent du fait que c'est une ville frontalière et ils tirent vraiment sur le quartier civil. Et donc on peut toujours poser la question quel intérêt stratégique de tirer sur le quartier résidentiel. Intérêt, c'est faire la pression sur l'Ukraine. Comme a dit Peskov hier, l'Ukraine doit reconnaître de facto la situation. C'est-à-dire il veut que l'Ukraine, c'est un moyen de dire qu'on va tirer sur le quartier résidentiel pour qu'il va accepter disons peut-être le cessez-le-feu et le fait que l'Ukraine doit abandonner Donbass et les territoires qui sont conquis à ce moment par la Russie. C'est ça, tout ça l'intérêt. Bombardement à Kharkiv, au nord du Donbass, pendant que les combats violents se poursuivent à l'est du pays, une offensive militaire d'intensité maximale